À voir sur ces images, cette fille et son père si heureux. Allez, on souffle les deux. 1, 2, 3. Difficile d'imaginer que quelques mois plus tard, ils vont mystérieusement disparaître. On a un père, sa fille, monsieur et madame tout le monde, comme vous et moi, et finalement qui vont se volatiliser. Pchit, plus rien. Et là, il y a un mystère qui va entourer cette affaire. La disparition d'un père et de sa fille, c'est vrai que c'est pas banal. On est dans une région où il se passe pas grand-chose. L'Ariège n'est pas un département criminogène. Le destin est d'autant plus cruel que Célia et Christophe Orsaz venaient à peine de se retrouver, après 5 ans de séparation. Célia, elle ne s'entend plus très bien avec sa mère et Christophe lui propose de venir vivre avec lui. Elle a 18 ans ou presque. Elle vient passer son bac en Ariège et elle vient faire ses études à Toulouse. Maudeline était la meilleure amie de Célia. La jeune disparue s'était confiée à elle à propos de sa nouvelle vie. Elle me parlait beaucoup de la joie qu'elle avait eue de revoir, qu'elle se voyait en lui parce qu'ils avaient les mêmes passions. Il a une passion dans sa vie, c'est la randonnée, la montagne. Il adore ça. Et voilà, je suis venu faire mon petit tour à Roquefixade, un petit coin que j'apprécie particulièrement. Dès qu'il le peut, Christophe Orsaz emmène Célia à la découverte des Pyrénées. Et c'est justement dans ces montagnes que l'on va perdre leurs traces. Voici l'histoire d'une étrange disparition qui cache en réalité un odieux guet-apens au scénario diabolique. Madame Montesino, c'est elle qui a un intérêt à ce qui s'est passé. On pourrait imaginer que comme elle ne supporte pas la rupture, elle soit dans une idée de se venger. Dès le début, on sait que M. Orsaz ne reviendra pas. Elle est totalement déterminée. Il semble que tout ça a été quand même bien préparé. Il fallait déjà trouver le lieu, ce hameau perdu. On ne peut pas imaginer ce que Célia a vécu à ce moment-là, voyant en fait le film de la tragédie de son père. Il faut se débarrasser de ce témoin gênant. On est dans une sorte d'ivresse de l'acte, dans une séquence quasi folle. Elle manipule, elle utilise ses amants. Certains diront que c'est une menthe religieuse. Tout commence le 1er décembre 2017 à Toulouse, lorsque Thibault signale la disparition de sa petite amie, Célia Orsaz. La veille, il a fait les 100 pas à la gare, mais Célia n'est jamais arrivée. Pire, elle n'a plus donné signe de vie. Je l'ai vue à 15h, entre deux cours, savoir elle prenait quel train, puis elle arrivait à quelle heure. Puis elle m'a dit, je prends soit celui de 19h30 ou 20h15, et jamais eu d'autres nouvelles. Il est surpris de voir qu'il n'y a pas de message de Célia. Célia est une jeune fille de 18 ans qui aime communiquer. D'habitude, elle est un peu accro au SMS. Du coup, j'ai appelé. Personne ne répondait. C'est absolument pas normal qu'elle n'ait pas donné de nouvelles de toute la nuit. Elle devait être avec son père, donc il y a un problème. Le père de Célia, Christophe, vit à Mirepoix, à une centaine de kilomètres au sud de Toulouse. Célia s'y rend dès que ses études le lui permettent. Célia, elle suit ses cours pour devenir esthéticienne à Toulouse. Elle a une carrière en tête. Elle n'a aucune raison de disparaître. Thibault, il est très inquiet et il décide à ce moment-là d'appeler Christophe, qui est son beau-père, entre guillemets. Et là, il a le même résultat, ça ne répond pas, comme si les téléphones étaient coupés.
Et s'il était arrivé quelque chose à Christophe et Célia Orsaz? Quelque chose de grave. Les gendarmes font vite le rapprochement avec un signalement qu'ils ont reçu. Et en effet, cela correspond. Le mystère reste entier sur la disparition de Christophe Orsaz et de sa fille Célia. Leur voiture a été retrouvée calcinée aux abords d'une forêt dans l'Aude. On découvre très rapidement la Renault Kangoo, incendiée. Cette voiture est au milieu d'un chemin, au milieu de la forêt. On fouille ce véhicule, je crois qu'on retrouve juste la poignée d'une valise. Tout le reste a entièrement brûlé, mais on ne retrouve pas de traces de corps. Donc ils n'étaient pas dans le véhicule, ni l'un ni l'autre. Le soulagement est de courte durée, car l'examen du lieu laisse craindre le pire. Manifestement, c'est pas un accident. La voiture a été véritablement incendiée pour faire disparaître toute trace à l'intérieur. Là, les gendarmes s'inquiètent vraiment. Ils se disent, là, il a dû arriver quelque chose de très grave à ces deux personnes. Il faut qu'on s'en occupe très vite. D'ailleurs, rien ne permet d'expliquer pourquoi Christophe Orsaz et sa fille Célia se seraient rendus dans cet endroit quelque peu coupé du monde. Le plateau de Sceaux, c'est des forêts absolument inestricables. C'est très difficile d'accès. En plus, les conditions météo sont absolument exécrables. Il n'y a absolument personne qui habite aux alentours. Il n'y a aucun témoin de ce qui s'est passé. Alors, pour remonter le fil de ce qu'il s'est passé, les gendarmes n'ont en fait que les déclarations de Thibault, le petit ami. Et selon lui, en partant de Mirepoix, Christophe et sa fille auraient dû se rendre à 30 km de cette forêt, dans la direction opposée, à Pamiers. C'est là que Célia devait prendre son train. Sauf que Thibault se souvient qu'il y a eu un changement de programme. Célia lui a dit qu'avant de la déposer à la gare de Pamiers, son père devait faire un petit détour pour aller voir un employeur potentiel. La dernière fois qu'on les voit ensemble, il est 16h10. Lui habite dans un gîte, donc il y a une vidéosurveillance. On le voit sortir avec sa fille. 5-10 minutes plus tard, on le retrouve en train de faire le plein de son Kangoo blanc. Et après, plus de son, plus d'image. Pourquoi Christophe et Célia ne sont-ils jamais arrivés à destination, ici, en gare de Pamiers? Vous allez voir que ce fameux détour, qui semble totalement anodin, leur a en fait coûté la vie. Depuis qu'il s'est installé dans l'Ariège, Christophe Orsaz enchaîne les petits boulots. Il va monter une petite entreprise de jardinage et il va proposer ses services dans les propriétés des alentours. Seulement, les temps sont durs et la perspective d'un nouveau contrat arrive à point nommé. L'occasion est trop belle et Christophe ne va pas se méfier. Ça l'intéresse et puis il en a besoin parce que, bon, il vit chichement quand même, il n'a pas beaucoup de revenus. Donc il propose à sa fille de l'accompagner, il lui dit voilà, écoute, on fait un petit détour, un petit crochet, je te déposerai ensuite à la gare à Pamiers, ne te fais pas de soucis, tu ne seras pas en retard, vers 17h tu prendras ton train et 1 heure après tu seras à Toulouse. Plus les semaines passent et plus les gendarmes acquièrent la conviction que ce rendez-vous est la clé de l'énigme. Or, il est impossible de savoir qui a téléphoné à Christophe Orsaz. Cet appel provient d'un téléphone en paiement libre. C'est des téléphones que vous achetez au bureau tabac avec une carte prépayée qui vous donne la possibilité de l'utiliser pendant 1 semaine ou 15 jours sans avoir à vous identifier. Les enquêteurs vont fouiller dans la vie privée des victimes et ils vont trouver une piste. Les gendarmes vont s'intéresser à l'entourage immédiat de Christophe, pas vraiment de Célia, parce que Célia n'habite pas là. Célia habite à Toulouse, elle a sa vie, son petit copain. Donc l'entourage de Christophe est fait par les gendarmes. Christophe Orsaz ne laisse pas d'ardoise nulle part, ne trempe pas dans des trafics ou dans des choses plutôt louches. C'est quelqu'un d'extrêmement droit, d'extrêmement sain d'esprit. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une raison crapuleuse derrière cela. Ça paraît totalement surréaliste. Il n'y a qu'une seule ombre au tableau, une femme qui, vous allez le voir,
en veut terriblement à Christophe Orsaz. Cette femme s'appelle Marie-Josée Montesinos. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas laissé un bon souvenir aux proches de Christophe Orsaz. Marie-Josée Montesinos, c'est quelqu'un qui a été la compagne, l'amante de Christophe Orsaz pendant presque 4 ans. Et les membres de la famille de Christophe Orsaz avaient recueilli ses confidences, et notamment un membre de cette famille avait indiqué que Christophe lui avait dit que s'il lui arrivait quelque chose, il fallait chercher du côté de Marie-Josée Montesinos. Ces paroles de Christophe Orsaz seraient-elles prémonitoires? Pourtant, au début de leur relation, Christophe avait tout de suite eu le coup de foudre. C'est même pour elle qu'il est venu s'installer dans les Pyrénées. Marie-Josée Montesinos, c'est une très belle femme sportive. Marie-Josée Montesinos, c'est quelqu'un qui est parti de rien, qui est en fait une femme de ménage dans un hôpital, qui, par volonté, par force, est devenue infirmière libérale, qui a vissé sa plaque à Pamiers. À l'époque des faits, elle a 57 ans, Orsaz en a 46. Ils partagent la même passion, qui est celle de la randonnée, de la montagne, et voilà une idylle qui naît, une passion, hein, c'est très volcanique. En effet, au fil des mois, le couple bat de l'aile, car Christophe découvre que Marie-Josée a un énorme défaut. On nous décrit une Marie-Josée un peu jalouse, un peu dans la vengeance, qui a un caractère trempé. 4 ans après leur rencontre, Christophe met fin à la relation avec Marie-Josée. Et une personne n'est pas tout à fait étrangère à cette décision radicale. C'est Célia, la fille de Christophe, qui n'apprécie pas du tout cette belle-mère un peu trop possessive. Christophe va se rapprocher de sa fille. Et à mesure qu'il se rapproche de sa fille, il va s'éloigner de Marie-Josée. Comme si ces deux femmes allaient se croiser. Célia avait conseillé à son père de mettre un terme à cette relation, en disant que c'était une relation toxique. Le problème, c'est que Marie-Josée Montesinos n'est pas décidée à tourner la page. Et les gendarmes découvrent que l'idylle avait ces derniers temps viré à la bataille judiciaire. Ce qui va interpeller la famille de Christophe Orsaz, c'est que celui-ci avait, dans les mois qui ont précédé sa disparition, déposé un certain nombre de plaintes et de mains courantes à l'égard de Mme Marie-Josée Montesinos. Les gendarmes analysent l'ordinateur portable de Christophe Orsaz et on découvre des échanges de mails qui intriguent très très rapidement les enquêteurs. Les enquêteurs sont dubitatifs parce qu'il y a ces mails que Marie-Josée Montesinos a envoyés à Christophe qui sont des mails où elle lui en veut. Des mails de menaces, mais pas seulement. Pour se venger de la rupture, Marie-Josée Montesinos joint la parole aux actes. Et vous allez voir que tous les coups sont permis. Une retraitée en a fait l'amère expérience. Elle s'appelle Suzanne, c'est une ancienne cliente de Christophe Orsaz. À l'arrivée de ce dernier dans l'Ariège, c'est elle qui lui a tendu la main. Un jour, il avait trouvé un travail chez une dame âgée à Lavelanet, si je me souviens bien, qu'il fait beaucoup travailler pour remettre en état son jardin, pour bricoler dans la maison. Il était impeccable sur lui, très bien éduqué, très respectueux, très bien. Elle va même jusqu'à l'héberger parce qu'elle constate qu'il vit dans son kangou, dans sa camionnette. La chambre, elle était là. Voilà. Et il m'a remercié des quantités de fois de la façon dont il allait vivre là, momentanément. Marie-Josée ne supporte pas que ça se passe si bien que ça. Marie-Josée ne supporte tellement pas d'avoir été quittée par Christophe qu'elle va se transformer en détective privée, manipulatrice. C'est un peu Glenn Close dans Liaison fatale, elle est là partout, elle l'épie. Elle va même jusqu'à frapper à la porte et dire à cette dame, vous savez cet homme, vous savez ce qu'il me dit de vous? Ils me disent que vous êtes une vieille folle, que vous êtes une dingue. Et il faut imaginer cette vieille dame qui voit cette femme parfaite qui vient lui déballer tout ça.
Et très rapidement, Christophe Orsaz va être licencié, va devoir trouver un nouveau boulot. L'histoire de Suzanne prouve que Marie-Josée est capable d'aller très loin. Alors forcément, les enquêteurs la placent en tête de la liste des suspects. Les gendarmes sont très intrigués et commencent à se poser des questions sur cette personne et ils la mettent sur écoute. Et cela va payer. Parmi les correspondants de Marie-Josée Montesinos, un homme attire rapidement l'attention des gendarmes. Ils découvrent qu'elle a des relations avec un certain Vidal et voient se dessiner une complicité entre ces deux personnes. Et vous allez voir que l'intuition des gendarmes est la bonne. Même si à première vue, Jean-Paul Vidal n'a aucun lien avec Christophe, il aurait lui aussi une bonne raison de lui en vouloir. Jean-Paul Vidal, c'est un type de 47 ans ou de 48 ans. Il est marié, il a 3 enfants. Jean-Paul Vidal travaille dans la mécanique. Il est cascadeur. Il fait des cascades pour des associations caritatives, Téléthon, Enfants malades, etc., etc. Regardez ces images. Jean-Paul Vidal est filmé alors qu'il s'apprête à effectuer un saut à couper le souffle, une cascade très difficile à réaliser et qui a fait de lui une petite star dans la région. En fait, cet homme doué et a priori au-dessus de tout soupçon cache en réalité une double vie. Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal, ils ont eu des amours en pointillés. Ils sont aimés, ils sont séparés, ils se sont revus. Et puis là, Marie-Josée Montesinos va se rapprocher de Jean-Paul Vidal. Bien sûr, les enquêteurs vont se demander si sous cette façade d'un amour renaissant, il n'y avait pas un dessein plus criminel de Marie-Josée. Alors, Jean-Paul Vidal aurait-il agi de concert avec Marie-Josée Montesinos pour supprimer un ex-rival? C'est ce que semble indiquer l'étude des portables des deux suspects. Il s'avère que dans les mois qui ont précédé la disparition des Orsaz, le téléphone de Marie-Josée Montesinos, le téléphone de Vidal a été repéré très près de la zone où on a retrouvé la voiture. Alors, a priori, ça ne peut pas être une coïncidence parce que c'est vraiment un endroit complètement paumé. D'ailleurs, on fait 50 mètres de plus et les téléphones ne passent plus. Cette zone, c'est une zone blanche. Les téléphones bornent à l'entrée et à la sortie. Voilà. Comme c'est une zone complètement perdue, les gendarmes n'ont pas épluché énormément d'archives concernant les bornages des portables. Et ils repèrent très vite qu'ils sont allés dans ce coin-là. Et ce n'est pas tout. En juin 2018, 7 mois après la disparition de Christophe et Célia Orsaz, Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal sont interpellés. Mais les gendarmes ont 2 autres personnes dans le collimateur. Ils vont également interpeller l'ex-mari de Marie-Josée et un très bon ami de Jean-Paul. L'ex-mari et l'ami, ils disent oui, effectivement, ils nous ont demandé de dire qu'on était ensemble ce jour-là. En fait, c'était pas vrai, mais je pensais que c'était pour une histoire de fesses, enfin une histoire de coucherie, de tromperie. Ces deux-là seront vite remis en liberté parce qu'en fin de compte, ils n'ont fait qu'une chose, et c'est ça qui est intéressant quand même de préciser, c'est qu'ils ont fourni des alibis. Qu'est-ce que ça dit tout ça? Ça dit que Marie-Josée et Jean-Paul ont construit leur stratagème. Pourquoi le jour où les enquêteurs viendraient les chercher, ils pourraient dire « Mais attendez, vous dites qu'on était dans ce hameau avec Christophe et sa fille, mais on était avec ces 2 hommes. » C'est un alibi qui, rapidement, va être démonté par les enquêteurs et qui va leur permettre de savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Sans alibi et trahis par le bornage de leur téléphone, les 2 amants finissent par reconnaître que le jour de la disparition de Christophe et sa fille, ils ont tendu un piège au père de famille. C'est Jean-Paul Vidal qui va dévoiler l'incroyable scénario qu'ils auraient mis à exécution ce fameux 30 novembre 2017. Il y a un coup de téléphone qui va être donné par monsieur Vidal à monsieur Orsaz pour un rendez-vous professionnel, pour aménager des lieux, pour faire des cabanes dans les arbres. Christophe, ce jour-là, profite d'une journée avec sa fille.
Et puis, il doit en fait l'amener à la gare de Pamiers pour que celle-ci, sa fille, rejoigne Toulouse, où l'attend son petit copain. Et il dit à sa fille, écoute, on va faire un petit détour de 5 minutes, c'est juste l'histoire d'un entretien. En fait, le rendez-vous est fixé à une trentaine de kilomètres de Mirepoix, à Rieux-Fourcamp. L'endroit n'a pas été choisi au hasard. C'est un hameau isolé en pleine forêt. C'est un lieu où il y a eu une reconnaissance réalisée et par Madame Montesinos et par Monsieur Vidal. Ils partent donc à ce rendez-vous et Christophe Orsaz, lui, arrive simplement, sans penser au moindre mal, avec sa fille. À l'occasion précise du rendez-vous, Monsieur Vidal et Madame Montesinos sont dissimulés dans une grange. Il y a une veste de mémoire qui est mise à l'entrée sur la porte de la grange pour signaler une présence. Et en fait, on ne va pas voir le véhicule de Monsieur Orsaz arriver. Celui-ci va se mettre à quelques mètres du véhicule de Monsieur Vidal. Et là, il part à pied, il fait quelques mètres, quelques dizaines de mètres. En fait, ce ne va être que par l'entrebâillement de la porte qu'on va le voir arriver sans avoir un champ de vision qui va jusqu'à la voiture. Et d'un seul coup, les deux surgissent, là, Jean-Paul et Marie-Josée. Et Jean-Paul attaque très violemment Christophe, le flanque par terre à coups de barre de fer. Les premiers coups qu'il va recevoir vont être dans la grange, puisqu'on va y retrouver ses lunettes qui ont été brisées. Le problème pour les enquêteurs, c'est qu'à partir de là, chacun des deux suspects a sa propre version. Selon Marie-Josée Montesinos, rien ne s'est passé comme prévu. Et l'infirmière de mettre toute la responsabilité sur le dos de son amant. En fait, on voulait faire peur à Christophe. On voulait faire une correction, mais ça n'allait pas plus loin. Puis ça a dérapé. C'est la faute de Jean-Paul Vidal, finalement, il n'a pas compris. Il est allé trop loin, mais moi, je n'y peux rien. De son côté, Jean-Paul Vidal poursuit ses aveux. Il est formel. Selon lui, Marie-Josée cherche à minimiser son rôle. L'homme affirme que sa maîtresse a participé à l'agression de Christophe. C'est des coups de barre de fer à tour de rôle. Christophe, blessé, va tenter à plusieurs reprises de se relever. Il va être roué à nouveau de coups. Jean-Paul Vidal prétend également que Marie-Josée Montesinos l'a aidé à se débarrasser du corps. Et il révèle l'endroit précis où il se trouve. Orsaz est ceinturé, on lui passe les serflex, il est inconscient a priori, on l'emmène vers le regard d'une fosse septique. Il y a un détail très sordide dans cette scène, c'est que Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal vont jeter le corps dans une fosse septique. Rappelons quand même que Christophe Orsaz n'est pas mort sur le coup. Quand il est précipité, ligoté et inconscient à l'intérieur de cette fosse septique, il est encore vivant. Les médecins légistes pourront le prouver. Donc c'est vraiment une horreur absolue ce qui s'est produit. RTL Midi. Le mystère de la disparition de Célia et de son père Christophe en Ariège est cette fois résolu. Après 7 mois d'enquête, le corps de Christophe Orsaz a été retrouvé. Le corps de Christophe Orsaz, je vous le confirme, a été découvert dans une fosse d'aisance. Mais il y a encore plus atroce. Le meurtre de Christophe Orsaz a bien failli ne jamais avoir lieu. Souvenez-vous, lorsqu'il se rend sur les lieux du crime, il est accompagné de sa fille Célia. Et cela n'était absolument pas prévu. Jean-Paul Vidal, à aucun moment, n'imagine qu'il va y avoir Célia. S'il se rend compte qu'il y a Célia, il ne se passe rien. S'il voit Célia arriver avec lui en voiture, il va inventer n'importe quoi. Il faut couper l'arbre ici, il faut faire ceci, ici. Je pense que ça couperait tout, puisque Célia a quasiment l'âge d'un de ses enfants. Je pense que ça aurait tout désamorcé. Jean-Paul Vidal et Marie-Josée Montesinos, ils ne savent pas
que Célia est dans la voiture et que ça va devenir un témoin très dérangeant pour eux. Célia devient le témoin gênant qui peut les dénoncer. Dans la fosse septique, il n'y avait qu'un corps, celui de Christophe. Alors où est passée sa fille Célia? Que lui est-il arrivé? À nouveau, c'est Jean-Paul Vidal qui apporte la réponse. En fait, pendant tout le temps où Christophe Orsaz est mortellement passé à tabac, Célia va rester dissimulée dans le véhicule de son père. Il faut penser qu'il y a la réverbération sur le pare-brise aussi, et je pense que ça a pu gêner sur la possibilité de voir ou non Célia. On ne peut pas imaginer ce que Célia a vécu à ce moment-là, juste derrière ce pare-brise, voyant en fait le film de la tragédie de son père qui est roué de coups, et puis avec cette pensée qui va rapidement germer dans son cerveau, qu'est-ce que je vais devenir moi? La pauvre Célia, elle ne sait pas conduire, donc elle ne peut pas s'enfuir. Face à l'horreur de la situation, la jeune femme de 18 ans va finir par trahir sa présence. Elle se met à hurler et du coup, elle attire l'attention de Jean-Paul et de Marie-Josée. Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal vont entendre ce cri, là c'est la stupéfaction. Ils se disent, il y a quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on nous regarde et tout ce qu'on avait préparé, anticipé, envisagé est en train de s'écrouler. Il va falloir improviser. Célia, elle verrouille toutes les portes du Kangoo et Vidal casse une vitre. Se saisit d'elle, la ligote également. Dès lors, quel sort réservé à ce témoin gênant? Selon l'avocat de Jean-Paul Vidal, entre son client et Marie-Josée Montesinos, la question n'avait pas immédiatement été tranchée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on parte et qu'on aille réfléchir, entre guillemets, ailleurs. On va voir ce qui va se passer. Chacun au volant d'un des véhicules présents sur les lieux du crime, les deux suspects auraient alors pris la route en direction de la forêt de Picocel. Monsieur Vidal va rouler, va s'arrêter une première fois. Il va y avoir une conversation avec Madame Montesinos parce qu'on est dépassé par la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une obligation d'éliminer Célia parce que elle a pu être témoin. C'est pas aussi simple que ça. Elle a menacé personne. C'est l'innocence totale. Sauf que Marie-Josée n'aurait pas été de cet avis. Et le destin de Célia Orsaz va se jouer lors d'un second arrêt. Voici les arguments que l'infirmière aurait utilisés pour convaincre son amant. Non mais là on peut pas. La première chose qu'elle va faire, c'est appeler la police. Tu aurais rappelé tes enfants, etc., etc. S'ils la laissent vivante, ils savent qu'elle les enverra directement en prison. Célia, ils ne peuvent pas la relâcher, elle a assisté à l'assassinat de son père. Donc elle est condamnée à mort à partir de cet instant. Il est alors tout juste 18h, ce 30 novembre 2017, lorsque le convoi fait un dernier arrêt dans un lieu à l'abri des regards. Selon les déclarations de son avocat, Jean-Paul Vidal aurait finalement cédé aux injonctions de sa maîtresse. Il va sortir du véhicule et Madame Montesinos va avoir un geste de la tête lui indiquant le coffre du véhicule dans lequel se trouve notamment le fusil. Il va prendre le fusil, il va repasser devant Madame Montesinos qui va lui faire un signe d'un hochement de tête. Le cheminement de Monsieur Vidal, ça va être quelque part cette espèce de prise d'instruction. Il l'emmène pour la tuer. Et elle le supplie de la laisser vivante. Et il va la lâcher, il va l'abandonner à un instant. Il fait demi-tour. Il fait quelques mètres. Célia a dû penser qu'elle était sauvée. Il change d'avis, il fait demi-tour, il marche vers elle et il lui tire une balle en pleine tête.
Moi, j'imagine ce qu'a pu être le calvaire de cette jeune fille qui assiste à la mort de son père, tué à coups de barre de fer, et qui va se retrouver exécuté, il n'y a pas d'autre mot que celui-là, exécuté en pleine forêt, de sang-froid, par deux personnes qui ensuite vont reprendre leur vie totalement normalement. Il voit son visage quand même, et il tire malgré tout, quasiment à bout portant, et ensuite il camoufle le corps sous des branchages. Peut-être a-t-il été aidé à ce moment-là par Marie-Josée, qui était derrière en voiture. Les deux suspects auraient ensuite fait disparaître, une à une, les preuves de leur implication. Ils vont incendier la voiture. Ils vont se débarrasser de la barre de fer, ils vont casser le fusil, jeter dans la rivière un petit peu plus loin. Et ils vont brûler leurs affaires et détruire les téléphones prépayés. C'est une véritable opération de nettoyage à laquelle ils vont procéder. Seulement, dans cette affaire, les enquêteurs n'ont que la version de Jean-Paul Vidal. Il est soulagé. Parce qu'il s'est rendu compte de toute l'horreur, de tout le mal qu'il avait pu faire. Voilà quelqu'un qui est dans la rédemption, qui a soulagé sa conscience, qui accepte complètement l'idée du procès. Il y a une personne qui assume la gravité de ce qui s'est passé et qui explique tout de A à Z. Et puis vous avez une autre personne, celle qui est désignée comme la commanditaire, qui essaye à tout prix d'échapper à sa responsabilité. Marie-Josée Montesinos peut être considérée comme étant un peu dans le déni, en disant voilà, tout ça m'a complètement échappé, Vidal a fait ce qu'il a fait, n'importe quoi, moi je voulais juste donner une correction à Christophe Orsaz, juste lui casser un peu la figure et puis c'est tout. Et tout ça a dérapé, mais ce n'est pas de mon fait. Alors qui dit vrai ? Marie-Josée Montesinos ou Jean-Paul Vidal? Vous allez voir qu'en fait, comme l'affirme l'amant, plusieurs éléments pourraient laisser penser que l'infirmière est bien capable d'avoir tout orchestré, contrairement à ce qu'elle dit. D'abord, Marie-Josée Montesinos est une femme qui a la rancune tenace. C'est une femme à qui rien ne résiste, c'est une femme qui sait charmer, et qui va au bout de ses convictions et qui ne supporte pas qu'on puisse lui échapper. On pourrait imaginer que comme elle a été éconduite, comme elle ne supporte pas la rupture, elle soit dans une idée de se venger de sa relation passée avec M. Orsaz. D'ailleurs, souvenez-vous, elle s'était déjà vengée de son ex-compagnon en allant voir Suzanne, la patronne de Christophe. Et là, Marie-Josée va dire à cette dame, vous savez cet homme, vous savez ce qu'il me dit de vous? Ils me disent que vous êtes une vieille folle, que vous êtes une dingue. Et très rapidement, Christophe Orsaz va être licencié, va devoir trouver un nouveau boulot. Marie-Josée est une dominatrice, elle a un côté très pervers dans sa façon de manœuvrer. Le professeur Benyamina est expert psychiatre. Voici comment, selon lui, Marie-Josée aurait pu au fil du temps franchir un cap dans son désir de vengeance ultime. Le sentiment d'une jalousie qui a décuplé, qui s'est majoré, et puis le fait aussi de peut-être un passage à vide, un élément dépressif, ce qui fait qu'on retourne finalement vers celui qui nous paraît être à l'origine de notre mal-être, c'est l'ancienne relation, l'ancien amant, et qui lui mérite d'être châtié parce qu'il nous a blessés. Ben oui, ce qui est absolument effarant, c'est le décalage entre quelque part le mobile et les effets. Pour quelque chose qui pourrait a priori être complètement futile, une simple rivalité ou une simple jalousie. Mais la rancœur à l'égard de son ex-compagnon n'expliquerait peut-être pas tout. Un détail porte à croire que Marie-Josée Montesinos en voulait aussi à Célia, la fille, qu'elle rendait responsable de la rupture. Les gendarmes vont lui demander est-ce que Marie-Josée Montesinos a commis quelque chose sur le corps de Célia.
Et Jean-Paul Vidal, tout de go, va répondre que Marie-Josée lui a arraché le collier. Certains y verront la prise d'un trophée. Donc on peut se poser la question de savoir si elle en voulait pas à Monsieur Orsaz avec sa fille venant quelque part la remplacer, donc de l'amour au sens large. Et finalement, que Monsieur Orsaz la considère a posteriori comme ayant pu être inexistante finalement. Et puis il y a un dernier élément qui paraît compromettre Marie-Josée Montesinos. Contrairement aux affirmations de l'infirmière, plusieurs indices pourraient laisser penser à un meurtre savamment prémédité. En premier lieu, le téléphone utilisé pour donner rendez-vous à Christophe Orsaz. Cet appel provient d'un téléphone en paiement libre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le tracer et il a servi qu'une fois. Donc ça, c'est les méthodes de voyous. Les téléphones ont permis de tendre le guet-apens en sachant que M. Orsaz ne reviendrait pas du rendez-vous. Voilà. Parce que des téléphones non identifiables avec un mort, vous ne pouvez pas remonter à qui a fait quoi. Donc dès le début, en utilisant ces téléphones, on sait que M. Orsaz ne reviendra pas. À cela, il faut ajouter le repérage du lieu du rendez-vous. Et surtout de la fosse septique, où le corps de Christophe Orsaz a été retrouvé. Marie-Josée et Jean-Paul Vidal, ils sont venus quelques mois avant pour mesurer la taille de cette fosse septique et pour savoir si le mètre 80 de Christophe Orsaz allait entrer dans cette fosse septique. Donc s'il s'agit de donner une correction à quelqu'un, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on va anticiper l'éventualité de se débarrasser du corps. Il fallait déjà trouver le lieu, ce hameau perdu, trouver dans ce hameau la fosse septique, amener ce qu'il fallait, les serflex, les barres de fer, le fusil. Tout ça, ça laisse entendre que le plan a été vraiment préparé, organisé, sans oublier bien sûr l'essence pour détruire la voiture. Enfin, avant d'enrôler son amant Jean-Paul Vidal, Marie-Josée Montesinos aurait sollicité quelqu'un d'autre. Là encore, un homme de son entourage. On sait que Mme Montesinos a proposé aux compagnons de sa fille de l'époque de l'aider à se débarrasser de Christophe Orsaz. À partir du moment où on a cette information, la question peut réellement se la poser. Si lui refuse, finalement, est-ce que Jean-Paul Vidal, en lui forçant un petit peu la main, ne serait pas à même de venir me donner un coup de main? Tout le monde n'est pas capable de passer à l'acte. Puis on a affaire à quelqu'un d'extrêmement intelligent, avec une capacité de persuasion. C'est ce qu'on a vu avec son partenaire, finalement, du meurtre. Clairement, on a affaire à la rencontre entre deux types de personnalités qui ont matché pour un objet, pour un but qui est un but meurtrier. Malgré tout, pour sa défense, Marie-Josée Montesinos avance qu'à chaque étape du meurtre, c'est Jean-Paul Vidal qui aurait été à la manœuvre. Madame Montesinos, ce n'est pas elle qui donne le coup de fusil. Madame Montesinos, ce n'est pas elle qui donne les coups les plus graves. Mais pour autant, Vidal ne connaît pas Christophe Orsaz, il ne l'a jamais rencontré, il ne connaît pas sa fille évidemment. Monsieur Vidal, il n'a aucun intérêt à en vouloir à cette personne, il ne le connaît pas, il ne l'a jamais rencontré. La seule personne qui pouvait en vouloir à Orsaz, c'était Marie-Josée Montesinos, et on ne peut que accréditer la thèse ou l'hypothèse qu'elle a tout manigancé, tout organisé. C'est ce qui paraît être le plus logique. Il reste donc une question. Pourquoi Jean-Paul Vidal se serait-il laissé entraîner alors qu'il ne connaissait pas les victimes? Voici comment l'amant de Marie-Josée
serait petit à petit devenu l'instrument de la manipulation. Pour arriver à expliquer ce qui a pu se passer, il faut sortir du carcan qui a été sa relation avec Madame Montesinos. On peut parler d'emprise, oui, peut-être de professionnel de l'emprise. On peut être convaincant dans son délire et amener des personnes qui sont faibles, entre guillemets, sur le plan de la personnalité, à accompagner un délire, alors que la personne en face, je parle notamment du complice, n'est pas concernée du tout par l'histoire. C'est du goutte à goutte. Elle va distiller progressivement des informations, des mensonges. Elle va décrire la relation qu'elle avait avec Christophe Orsaz. C'est un manipulateur, il est violent. Elle va lui dire, écoute, je reçois des SMS d'insultes de Christophe. Il me harcèle. Jean-Paul Vidal explique qu'il a vu des lettres de menaces, qu'il a vu des échanges de SMS extrêmement menaçants, extrêmement violents de la part de Christophe Orsaz, sauf qu'on saura très vite que c'est totalement faux. Jean-Paul Vidal, lui, n'y aurait vu que du feu. Même si, dans un premier temps, il n'aurait pas marché dans la combine. La réaction qu'il va avoir, c'est plutôt de dire « c'est terminé, il faut passer à autre chose ». Il botte en touche. Alors ça suffit pas. Et elle va lui dire « mais qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Et Jean-Paul Vidal, qui est un homme assez bonhomme, lui dit « laisse passer, hein, ça va se finir un moment. Vivons notre vie et puis tout ça sera rapidement oublié. » Alors que rien n'y fait, l'infirmière aurait abattu sa dernière carte. Car elle sait de quelle façon piquer au vif son amant. Elle comprend assez rapidement que pour convaincre Jean-Paul Vidal de l'accompagner dans son entreprise criminelle, eh bien, il faut que ses arguments touchent la famille de Jean-Paul Vidal. Et ce qui va peut-être lui faire franchir le cap, c'est qu'il va recevoir lui aussi des courriers à son domicile, des courriers qui vont préciser le lieu où ses enfants vont à l'école, son adresse, puis les menaces. Ça va faire franchir finalement le cap de vouloir toujours botter en touche. Là non, là il faut que ça s'arrête. Il va trop loin, on n'arrive pas à s'en dépêtrer. C'est à ce moment-là finalement qu'il y a un point de non-retour qui franchit. Il ne répond pas aux critères des tueurs habituels. Jean-Paul, il est marié, il a 3 enfants. Donc voilà un type qui est d'accord pour tuer un individu qu'il ne connaît pas. À l'issue de 2 jours de garde à vue, Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal sont mis en examen et placés en détention provisoire. C'est devant la cour d'assises de l'Ariège que va se jouer prochainement le dernier chapitre de ce drame. Pour les 2 accusés, cela sera la dernière chance de lever les ultimes zones d'ombre sur cette tragique affaire. À commencer par Marie-Josée Montesinos, restée jusqu'ici évasive. Sollicitée à plusieurs étapes de notre enquête, son avocat n'a pas souhaité répondre à nos questions. Mais pour autant, Madame Montesinos, c'est elle qui a un intérêt à ce qui s'est passé et c'est elle qui est à l'origine de toute cette opération. Va-t-elle reconnaître sa responsabilité complète, totale peut-être? Va-t-elle donner aussi des précisions sur le mobile? Car on a du mal à imaginer que l'on puisse tuer ainsi juste parce que l'on a été quitté. Le côté crime passionnel paraît complètement démesuré dans ces conditions-là et dans ces circonstances-là. Elle a foutu sa vie en l'air parce qu'elle s'est fait larguer, en gros. C'est ça l'histoire. Elle s'est fait larguer par un mec avec qui elle n'a pas eu d'enfant, avec qui elle a vécu vaguement 4 ans, avec une relation un peu houleuse. Donc, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? C'est vraiment cette réponse qu'on attend. Est-ce qu'elle la dira? Est-ce qu'elle ne le dira pas? Aujourd'hui, elle est dans un état psychique très diminué. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide et on ne sait pas si elle se présentera devant la barre. Juste avoir cette réponse. Pourquoi vous avez fait ça?
Si mobile il y a, il faut aller le chercher dans les tréfonds de cette personnalité, et rien d'autre. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre, à entendre. Il ne peut y avoir de compréhension que dans l'hypercomplexité de cette personnalité, et rien d'autre. Dans l'espoir de faire enfin leur deuil, les proches de Christophe et Célia Orsaz attendent ce rendez-vous devant la justice avec impatience. Mais ils pourraient bien repartir déçus. Cette famille, elle va avoir besoin de comprendre ce qui s'est passé, comprendre pourquoi les choses en sont arrivées à ce point. Je ne sais pas si ces familles seront satisfaites à l'occasion du procès. C'est toujours, en tout cas souvent frustrant, les procès devant la cour d'assises, parce que la recherche de la vérité, ce n'est pas nécessairement la priorité de ceux qui sont jugés. L'essentiel pour les parties civiles que j'assiste, c'est que ces deux prévenus soient jugés et condamnés à la hauteur de leurs responsabilités. Poursuivis pour assassinat et meurtre aggravé, Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal encourent la réclusion criminelle à perpétuité.